Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Zoom Sur, une émission qui sera consacrée aux réalisations dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et les séquelles de l'esclavage. Vous le savez, depuis plusieurs années déjà, notre pays a engagé une lutte sans merci contre l'esclavage, contre les séquelles de l'esclavage et la pauvreté. Dans ce cadre, le gouvernement a mis en place et adopté une feuille de route consensuelle. Cette feuille de route a été élaborée suivant une démarche participative. Elle comporte plusieurs points sur lesquels nous reviendrons certainement au cours de ces débats. Débat dans lesquels je reçois M. Mohamed Ould Bilal, qui est ingénieur. Bonsoir et bienvenue dans cette émission, M. l'ingénieur. Je reçois également M. Mohamedou Ahmedou Willem Hamid, qui est chargé de mission à l'agence Tadamoun et responsable du projet Tekafoul. Bonsoir et bienvenue. Merci. Je reçois également M. Hameni Sidi, qui est professeur universitaire et vice-président du conseil régional de Nouakchott. Bonsoir et bienvenue. À mes côtés se trouve M. Aïdahi Oulkhtara, qui est journaliste et confrère à Radio Mauritanie, qui va animer avec moi ce débat, qui sera retransmis en direct sur Radio Mauritanie. Bonsoir et bienvenue à mes invités. La première question qui me vient à l'esprit est de vous demander de nous faire Merci Yodali, j'aimerais un peu prendre la parole pour le réseau de Radio Mauritanie. Mesdames, Messieurs, donc bonsoir et bienvenue dans ce débat, un débat qui fait suite à une série d'émissions co-organisées par El Mauritania et le réseau de Radio Mauritanie à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Une journée célébrée le 10 décembre dernier, une journée qui donne l'occasion au pays, mais également aux organismes internationaux, aux organisations de la société civile, d'évaluer l'opportunité et l'impact des décisions prises dans ce domaine. Voici donc, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce débat ce soir sur le thème qui a déjà été annoncé par mon collègue et mon ami Yodali. Merci M. Aïdahi. Donc la première question qui me vient à l'esprit est de demander à mes invités de faire une synthèse et un bilan rapide des réalisations qui ont été entreprises dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et les séquelles de l'esclavage. La parole est à l'ingénieur Mohamed Ould Bilal. Je ne peux m'empêcher de dire à mes téléspectateurs que c'est un ancien ministre. Merci beaucoup de m'avoir reçu sur ce plateau aujourd'hui pour vous parler des acquis dans le domaine socio-économique, des acquis réalisés par le gouvernement durant la dernière décennie. Mais auparavant, permettez-moi d'exprimer ici sur ce plateau ma profonde indignation et ma désapprobation totale de la campagne en cours qui vise à diviser et s'aimer la zizanie entre les différentes composantes de notre peu cher peuple. Cette campagne qui constitue un affront sérieux pour l'élite mauritanienne, et cette élite doit donc la contrecarrer et la combattre avec ferveur et avec force. Certainement, l'unité nationale n'est pas un slogan. Il ne saurait être, si vous voulez, laissé à la merci d'un certain nombre d'internautes désœuvrés et inconscients de leur action, inconscients des conséquences dévastatrices de leur action malsaine. Je suis sûr et convaincu que l'ensemble des composantes mauritaniennes resteront unies et soudées, conformément au précepte de notre sainte religion l'islam, et en préservant et en perpétuant les valeurs de solidarité, de bon voisinage et de tolérance. Ceci étant, le gouvernement a depuis cette décennie pris à bras le corps ce phénomène appelé aujourd'hui les séquelles de l'esclavage et entamé un certain nombre de programmes étendus sur tout le territoire national et embrassant l'ensemble des domaines socio-économiques allant de la scolarité des enfants, surtout des enfants en milieu rural, de la santé, de l'accès à l'eau potable, de l'aménagement rural, sur des domaines divers,
que nos amis vont aujourd'hui nous présenter, que ce soit au niveau de Tadaman ou au niveau de l'urbanisme, et que nous aurons le privilège de compléter et de commenter au fur et à mesure du débat. Tout à fait. Je vous remercie. Ok, merci. Moi, de ma part, je tiens tout d'abord à remercier le Mauritania et le réseau de Radio Mauritanie de nous avoir offert cette occasion pour mettre en exergue les grandes réalisations du gouvernement dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et de la lutte contre les séquelles de l'esclavage pendant cette dernière décennie. Moi, je m'étalerai sur deux aspects principaux. Le premier aspect, c'est l'aspect conceptuel des programmes de lutte contre la pauvreté et de lutte contre les séquelles de l'esclavage. Le deuxième aspect, c'est en fait l'aspect opérationnel et des réalisations physiques qui ont été entreprises dans ce cadre. Sur le plan conceptuel, le gouvernement s'est allé ces derniers temps à mettre le cadre conceptuel à travers deux cadres de référence principaux. Le premier cadre de référence, c'est l'élaboration de ce qu'on appelle aujourd'hui la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée qui couvre la période 2016-2030 et qui est venue après l'achèvement de 15 années de conceptualisation de la lutte contre la pauvreté à travers ce qu'on appelait le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et qui est évidemment qui correspond et dont le calendrier et la période correspond effectivement à l'agenda international appelé l'agenda des objectifs de développement durable auquel la Mauritanie a adhéré. Le deuxième cadre de référence, c'est cette feuille de route pour la lutte contre les formes contemporaines de l'esclavage, qui est une feuille de route élaborée de manière consensuelle, concertée, et qui a permis évidemment de mettre en place une panoplie de recommandations, 29 recommandations, toutes s'inscrivant dans la lutte contre les séquelles de l'esclavage. Dans ce cadre-là, le gouvernement a œuvré pendant ces derniers temps, ces dernières années, et là je pense que les chiffres sont plus éloquents pour mettre en exergue les résultats que les programmes gouvernementaux ont pu atteindre au cours de la période allant de 2009 jusqu'en 2014, avec une tendance qui va se confirmer lorsque d'autres enquêtes vont être réalisées en 2019. Dans ce domaine-là, une lutte acharnée contre la pauvreté a été menée et a permis évidemment d'atteindre des résultats importants. Ces résultats peuvent être illustrés. J'aimerais bien que le réalisateur puisse nous faire apparaître les illustrations. Je crois que très bien. Donc là, la lutte contre la pauvreté a commencé en 2000 et en 2014, il y a eu la dernière enquête réalisée sur les conditions de vie des populations. Cette illustration nous montre que de 2000 en 2014, la pauvreté a reculé de 20 points de pourcentage. Mais on constate qu'à partir de 2008, le taux de réduction de la pauvreté s'est accéléré. Donc, sur 20 points de pourcentage sur 14 ans, on a eu une réduction de la pauvreté de 11 points pendant 6 ans. Donc, je pense que ça, c'est une accélération extrêmement importante qui est le résultat, évidemment, d'une volonté très forte de programmes très structurants qui ont ciblé les pauvres et les extrêmes pauvres. Bien évidemment, au-delà de cet aspect de pauvreté, si on passe des taux exprimés en termes relatifs à des évolutions exprimées en termes absolus,
on constate que le long de la période de la lutte contre la pauvreté, et pour la première fois dans l'histoire du pays en matière de lutte contre la pauvreté, le nombre des pauvres et des extrêmes pauvres a baissé de 2008 en 2014, alors que de 2000 à 2008, il y a eu évidemment une réduction du taux, mais il y a eu une augmentation du nombre de pauvres, paradoxalement. Mais cela s'explique scientifiquement par le fait qu'il y a un taux de croissance démographique qui est plus important que le taux de réduction de la pauvreté en valeur absolue. Mais donc cela ne peut que valoriser et expliquer évidemment cette avancée en matière de lutte contre la pauvreté engagée depuis 2008 jusqu'en 2014. Mieux que cela, moi je pourrais dire que de 2008 en 2014, le nombre des pauvres s'est réduit d'un peu plus de 171 000. Je peux donner le chiffre exact de réduction du nombre de pauvres. 171 352 personnes ont quitté le cercle de la pauvreté. Tout calcul fait, cela nous permet de dire qu'en moyenne, 7 Mauritaniens pauvres quittent le cercle de la pauvreté par jour. Idem pour l'extrême pauvreté. De 2008 en 2014, 207 942 personnes ont quitté le cercle de pauvreté. Ce qui nous permet de dire qu'en moyenne, sur cette période 2008-2014, 8 Mauritaniens pauvres quittent le cercle de la pauvreté. Je pense que c'est des chiffres très éloquents. Et évidemment, cela, c'est le résultat évidemment de tout un cadre qui a été mis en place pendant cette dernière décennie, un cadre juridique, un cadre institutionnel, un alignement des différentes lois nationales avec des lois internationales auxquelles la Mauritanie a adhéré et qui ont été ratifiées par la Mauritanie. Il y a différents pactes, il y a différentes conventions qui ont été ratifiées par la Mauritanie, qui ont été contextualisées sur le contexte mauritanien à travers la promulgation de différentes lois. La loi de 2015 portant incrimination de l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes. Monsieur Hamid, je crois qu'on aura l'occasion de revenir sur le contexte juridique. Monsieur Sidi. Merci beaucoup. Je remercie Mauritanie, comme je remercie le réseau de Radio Mauritanie pour cette invitation qui me paraît extrêmement importante en ce sens que parler ce soir de la lutte contre la pauvreté et les actions entreprises en matière de lutte contre les séquelles de l'esclavage, ça me paraît extrêmement important, surtout dans le domaine socio-économique. Parce que le plus souvent, quand on évoque cette question de droits de l'homme, on ne regarde que l'aspect institutionnel. On parle des lois, on parle des décrets, etc., des conventions internationales, mais on oublie de valoriser ce qui a été fait dans ce domaine et qui est extrêmement important. Moi, je vais de toute façon retarder sur deux aspects fondamentaux, à savoir le domaine de l'habitat et de la lutte contre l'habitat précaire, par exemple dans les grandes villes, mais aussi un domaine extrêmement important qui est le domaine d'organisation des communautés rurales à travers le pays, ces communautés qui sont généralement habitées par ces couches déshéritées et qui erraient à travers les frontières et qui n'avaient pas, qui sont déboussolées. Et on a entrepris une stratégie nationale de regroupement qui a permis, depuis 2010, à d'importantes communautés de s'organiser et surtout d'accéder aux services de base qui sont l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, etc. Et je crois que ça, c'est des actions qui illustrent réellement ce qui a été fait en matière de lutte contre les séquelles de l'esclavage. Je viendrai en détail sur tout cela dès que l'occasion se présente, mais d'ores et déjà, je dis que c'est vraiment l'occasion de valoriser tout cela, de montrer aux téléspectateurs que la Mauritanie n'a pas seulement
entrepris des lois, n'a pas seulement adhéré à des conventions, mais elle a entrepris des actions concrètes qui sont, dont les fruits est là en matière de lutte contre les séquelles d'esclavage. Parce que quand on offre l'habitat en toit, quand on offre à l'enfant l'éducation, quand on offre à la population l'accès à la santé, l'accès à l'eau potable, je crois que ça, c'est le premier droit qu'une personne peut, auquel une personne peut prétendre. Gisali, moi, je vais interpeller les invités. Vaut mieux tard que jamais sur la notion d'abord des droits de l'homme et sur la nécessité de la célébration de cette journée pour un pays comme le nôtre. Hamedou. Moi, je pense que nous sommes tous unanimes au fait que tous les êtres humains doivent pouvoir jouir de tous les droits humains inscrits dans le cadre de la Convention de 1948, dans le cadre de ce qu'on appelle le pacte universel des droits de l'homme. Ces droits concernent évidemment le droit à s'exprimer librement, le droit à l'éducation, le droit au travail, le droit à la santé, le droit à l'accès à l'eau potable en suffisance. Donc il y a une palette de droits auxquels les êtres humains doivent jouer. Je pense que le pays, évidemment, a pris conscience de l'importance de ces droits au cours de cette dernière décennie et évidemment a œuvré à ce que le citoyen mauritanien puisse jouir de ces différents droits. Donc il y a des programmes ambitieux en termes d'accès à l'éducation et à une éducation de qualité, en termes d'accès à la santé, pas à n'importe quelle santé, mais à une santé de qualité, à l'eau potable. Voilà, donc c'est ce qu'on entend par les droits de l'homme et les droits humains. Mais je reviens toujours à ce cadre juridique et institutionnel qui est extrêmement important pour qu'on puisse jouir de ces droits. On est justement le pays de l'application de ces lois, de ces conventions. Moi, je pense que si on parle, par exemple, de la loi portant incrimination de l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes qui confèrent à la société civile le pouvoir de se constituer partie civile, la mise en place de tribunaux spéciaux de lutte contre l'esclavage est une parfaite application de cette loi. Alors, de la même façon, si on parle de la loi de 2015 relative à l'aide judiciaire, les présumées victimes d'esclavage dont les dossiers passent devant ces tribunaux spéciaux jouissent de toute l'aide judiciaire qui leur permettent de jouir de leurs droits. Je pense, en complément à cette réponse, je pense que sur le plan légal, notre pays est aujourd'hui sans faute. Il a ratifié l'ensemble des lois qui concourent à la satisfaction de ces droits de l'homme. Si on reste sur les 5 ou 6 lois phares, si vous voulez, de ce cadre-là, qui sont en matière d'incrimination, c'est l'incrimination d'abord de l'esclavage, deuxièmement de la discrimination, ça c'est extrêmement important. Également, il a parlé de l'aide judiciaire. Ces 3 lois-là constituent un acquis extrêmement important en matière de lutte contre les séquelles de l'esclavage et des droits de l'homme. Si on revenons à la torture, il y a eu 2 lois importantes instituées dans le domaine de la torture. La loi sur la prévention de la torture et la loi créant les mécanismes de lutte contre la torture. Ça aussi, c'est extrêmement important. Et n'oublions pas également les lois relatives à la liberté. Il y a eu, et vous en bénéficiez, l'ouverture de l'audiovisuel, également la dépénalisation du délit de presse.
Eh bien, ne citant que ces 5 ou 6 lois, nous pensons que le pays a fait un bond extrêmement important dans le domaine des droits de l'homme. La journée, c'est l'occasion pour les pays et pour les autres pays de faire un bilan, d'évaluer, si vous voulez, leur action et de voir comment ils peuvent aller de l'avant et améliorer à chaque fois que nécessaire, si vous voulez, ce cadre juridique. Merci. Merci. Bon, moi je crois qu'au niveau institutionnel, le pays n'a rien à envier aux autres pays. Je crois que nous sommes même en avance dans certains aspects, en avance par rapport à d'autres pays. Et je crois que dans ce cadre, la Mauritanie a traversé vraiment une étape importante qui lui permet aujourd'hui, qui nous permet aujourd'hui de dire que sur le plan institutionnel, tout a été fait, presque. Mais disons que le droit de l'homme, en matière de droit de l'homme, que le droit de l'homme, c'est une continuité, que ça ne peut pas s'arrêter au niveau des lois parce que les besoins humains sont toujours... enfin, on ne peut pas les satisfaire par coup de baguette magique ou par... selon, disons, un chronogramme précis. Les droits sont toujours en continuité, on demande toujours. J'ai dit que par rapport, par exemple, au droit à l'accès à l'éducation, ça c'est un droit continu. Par exemple, quand on ouvre l'école, on permet à une population d'accéder à l'école, que les enfants accèdent à l'école. Il y a la qualité de l'éducation. Ça, c'est un droit qu'on doit toujours demander. L'accès à la santé, c'est la même chose. Aux soins de santé, par exemple, il y a un poste de santé, mais il faut que ce poste de santé fonctionne, ou ce centre de santé fonctionne. Ce qui veut dire que le droit de l'homme, c'est une continuité. Ce ne sont pas seulement des textes qu'on ratifie, mais ce sont des aspects pratiques qui doivent être toujours en perpétuelle évolution. C'est pourquoi, disons que ça ne peut pas s'arrêter seulement à des lois, mais ça doit suivre l'évolution socio-économique de la société et surtout la demande de la population. Vous venez d'évoquer le cas des postes de santé et des écoles. Je pose cette question que souvent nous entendons, que la construction d'un poste de santé ne suffit pas, la construction de l'école ne suffit pas, parce que ces établissements, ces édifices sont souvent vides. Il n'y a parfois pas de médecins et parfois il n'y a pas d'enseignants. Qu'en est-il en réalité? Là, je pense que j'aurais quelque chose à dire et je profite de l'occasion pour présenter le bilan socio-économique de l'agence Tadammoun qui institutionnellement... Présenter une partie du bilan, on n'aura pas l'occasion de... qui institutionnellement constitue évidemment un cadre qui a été mis en place par le gouvernement au cours de cette dernière décennie et qui a permis la mise en œuvre de différents programmes ciblés qui ciblent cette frange de la population constituée des victimes des séquelles de l'esclavage. Dans ce cadre, si je prends à titre d'exemple l'éducation, l'Agence nationale Tadammoun, nous savons tous qu'une éducation de qualité résulte de deux types d'actions. Une action qui agit sur l'offre et une action qui agit sur la demande. Et là, on voit que l'agence Tadammoun agit sur l'offre éducative par la construction aujourd'hui, un bilan qui compte 65 écoles complètes, dont 56 écoles sont déjà complétées et bien équipées. La construction de 10 collèges et la construction de 71 salles de classe complétant 23 écoles. Ça, c'est un renforcement de l'offre éducative qui a permis de renforcer l'offre éducative nationale de 30 000, de la possibilité pour 30 713 élèves d'être accueillis par ces infrastructures éducatives. Sur le plan de la stimulation de la demande, l'agence Tadammoun, en partenariat avec la Banque mondiale, a mis en place depuis décembre 2016 un programme, ce qu'on appelle le programme
national des transferts sociaux, dit communément TECAVUL, qui est un programme dont l'objectif principal, c'est de renforcer l'investissement en capital humain, surtout le capital humain des enfants, des familles, c'est de motiver, c'est d'inciter les enfants ici de ces familles d'aller à l'école à travers un cash transfert qui est conditionné par 3 conditionnalités. La première, c'est l'envoi de l'enfant en âge de scolarisation à l'école. La deuxième conditionnalité, c'est l'utilisation des services de santé préventive. Et la troisième, qui est très importante, c'est le changement de comportement à travers le suivi de séances de promotion sociale sur des thématiques un peu néfastes et dans l'objectif à ce que les familles changent de comportement par rapport à certaines mauvaises pratiques. Donc là, si je prends par exemple les réalisations socio-économiques du gouvernement au cours de cette dernière décennie en matière d'accès à la santé, qui est l'un des droits humains fondamentaux. Et là, on voit que l'agence Tadamoun, qui est d'ailleurs le bras opérationnel du gouvernement, donc c'est le gouvernement qui a mis en place ce bras opérationnel afin qu'il puisse mettre en œuvre ces programmes qui ciblent les victimes des séquelles de l'esclavage. Aujourd'hui, nous avons un bilan de la construction et l'équipement de 87 postes de santé sont construits ou en cours de construction, dont 62 sont totalement achevés et équipés. Et je peux confirmer aux téléspectateurs aujourd'hui que l'ensemble des écoles construites, l'ensemble des postes de santé construits sont fonctionnels, sont totalement fonctionnels. Donc, ça, c'est des exemples et nous avons d'autres exemples. Vous avez répondu à la question, je crois que son Excellence a quelque chose à ajouter. Oui, Dali, votre question est pertinente. Mais n'oubliez pas que cette problématique-là d'éducation, elle est transversale. Elle ne concerne pas un secteur donné ou un département donné. Oui, l'État a mis la pression durant cette décennie à l'accès en termes d'infrastructures, qui est la base. Il faudrait d'abord construire un abri décent pour nos enfants. Deuxièmement, et je l'ose espérer à l'avenir, il en a parlé tout à l'heure Mohamedou, dans le cadre de la SCAP, il est prévu de prendre en considération l'ensemble, si vous voulez, de cette problématique. Pas seulement au niveau de l'accès en termes d'infrastructures, mais aussi de la formation du personnel, de la fourniture des équipements nécessaires, de l'accompagnement en termes d'entretien et de maintenance de ces infrastructures-là, et que j'en suis sûr que la deuxième génération, si vous voulez, de ces projets prendra en compte, si vous voulez, cette question qui est extrêmement pertinente et on est convaincu qu'elle sera réglée à l'avenir, Inch'Allah. Au sein de cet ambitieux projet de l'agence Tadamoun figure également une composante insertion. On s'en souvient encore lors des malheureux événements de 89, des compatriotes ont été expulsés au Sénégal voisin et ont bénéficié d'une opération de rapatriement en 2008. Peut-on avoir une idée de ce qui a été fait dans ce cadre depuis lors à nos jours? Alors, comme vous le savez, la mission du retour des rapatriés a été confiée par le gouvernement à une agence qui a été créée au cours de cette dernière décennie. Elle a été créée en 2009, c'est l'ANER, l'Agence nationale d'insertion des rapatriés. Cette agence, évidemment, a réussi au retour d'environ 24 000 personnes rapatriées au pays. Cette agence-là a mis en œuvre différents programmes au profit de ces rapatriés dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'appui à l'agriculture. Et c'est en 2013 que le gouvernement
a érigé cette agence nationale d'insertion des rapatriés en une nouvelle agence à laquelle il a confié une mission un peu plus large. C'est l'agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté, à laquelle 3 missions fondamentales étaient confiées. Une mission de lutte contre les séquelles de l'esclavage et une mission d'insertion des rapatriés. Donc c'est la continuité du travail qui a été fait par l'ANER, et une mission plus globale qui est une mission de lutte contre la pauvreté de façon générale. Évidemment, les rapatriés ont bénéficié dans le cadre de l'action de Tadamoun de différents programmes, parmi lesquels un programme de distribution de vaches suitées. Il y a eu distribution d'environ 1888 vaches suitées au profit des rapatriés. Il y a eu également, et cela s'explique par la spécificité de l'action ou évidemment du travail de ces rapatriés, l'agence Tadamoun a aménagé 11 périmètres agricoles au profit des rapatriés et des populations d'accueil. Dans un souci de renforcement de la cohésion nationale, il faut que les rapatriés et les populations d'accueil bénéficient des mêmes programmes. Dans le domaine de l'habitat? Dans le domaine de l'habitat, j'allais sauter sur ça. Dans le domaine de l'habitat, je crois que ce qui a été fait aussi, c'est extrêmement important. Je prends juste, par exemple, l'accès à la propriété foncière et la lutte contre l'habitat sous-intégré. Je donne l'exemple de 2 villes, Rosso et Nouadhibou. Depuis 2008, Rosso et Nouadhibou ont fait l'objet, par exemple à Rosso, vous avez des populations qui habitaient dans des abris depuis 1973. Depuis 1973, il y a des populations qui habitaient pratiquement dans des abris, donc de fortune. Et en 2013-2014, une opération donc de valorisation de l'habitat au niveau de Rosso a permis de transférer vers le kilomètre 7 5000 familles qui ont bénéficié de l'eau. Il y a une dizaine, 10 000, près de 11 000 lots qui ont été aménagés et 5000 familles avaient bénéficié donc de l'eau. De sorte que aujourd'hui, ces populations disposent d'un habitat quand même qui est vraiment approprié. Et à côté de ce grand aménagement, il y a l'hôpital régional de Rosso qui a été construit. Et on n'a pas seulement construit l'hôpital régional de Rosso, mais on a aussi aménagé des routes, construit des écoles, permis également aux populations d'accéder à l'électricité, de sorte que Rosso, depuis, est devenu une ville sans bidonville. C'est la même chose à Nouadhibou. Également, Nouadhibou, c'est une ville sans bidonville. C'est vrai que Tadamoun a construit plus de 700 logements sociaux dans cette ville, mais également de plus de 3500 personnes donc, ont bénéficié de l'eau, et ces 3500 personnes, ces familles étaient pratiquement dans le dénouement total au niveau de Gazra, au niveau de Kabda, à Nouadhibou. Dans ce domaine, moi je dis que l'habitat, c'est un volet extrêmement important du droit de l'homme. Je continue toujours dans cette lancée en parlant de la restructuration de l'habitat saison-intégré à Nouakchott. Comme vous le savez, au cours avant 2008, toutes les Gazra, tous les Kebba, en tout cas tout l'habitat sous-intégré, toutes les populations habitant ces
ces zones n'avaient jamais le droit de pouvoir bénéficier de la restructuration in situ. C'est-à-dire que quand on va restructurer une partie où il y a des populations qui est squattée, c'est-à-dire que sur Gazra, les populations ont été renvoyées encore plus loin. Je donne l'exemple vous avez le Ksar par exemple, là où se trouve actuellement l'hôpital militaire. C'était une Gazra là-bas. Vous avez ici Bagdad et à côté ici. C'était également une Gazra, une grande Kebba. Mais ceux qui habitent aujourd'hui là-bas, ce ne sont pas les gens qui habitaient jadis, parce qu'on les a renvoyés plus loin. C'est les gens les plus nantis qui ont bénéficié de ces lots. Mais depuis 2008, la première opération qui a consisté donc à ce que les populations qui habitent ces zones soient les premières bénéficiaires, c'était le lancement de la restructuration de Haït Sakin. Je crois que c'est le président Mohamed Abdel Aziz qui est le premier à donner ce droit aux populations pauvres qui avaient été le plus souvent l'objet de renvoi plus loin, toujours vers la périphérie. Donc c'est le premier qui a permis à ces populations de bénéficier des lots qu'elles occupaient au départ dans l'illégalité, mais quand même il y avait une restriction. Au-delà de Haït Sakin, vous avez la Gazra de Toujouni, la Gazra d'Arafat, la Gazra d'Arnaïm, au point que nous avons aujourd'hui 120 000 familles qui ont bénéficié de l'eau et qui ont bénéficié également des infrastructures de base telles que la santé, l'éducation. Et je crois, comme la question vous avez dit, on construit une infrastructure, mais elle n'est pas fonctionnelle. Mais je crois qu'à Nouakchott, tout est fonctionnel. Et je reviendrai sur l'autre aspect qui est l'aspect lié toujours à l'habitat, mais aussi la lutte contre l'esclavage, les séquelles de l'esclavage, au niveau des regroupements, mais un peu plus tard, quoi. Je veux dire que toutes les infrastructures qui ont été construites étaient fonctionnelles. Bien que... un petit mot sur l'habitat. L'habitat, il est extrêmement important. Mais le plus important, c'est d'abord d'accéder à la propriété foncière. C'est ce qui s'est passé à Nouakchott. À Nouakchott, il a été distribué des milliers et des milliers de terrains à titre gratuit à ces populations qui venaient peupler Nouakchott suite aux conditions difficiles à l'intérieur du pays. Ça, c'est extrêmement important. D'où aujourd'hui, Nouakchott ressemble à une ville, elle est restructurée, Arafat, Darnaïm, Toujounine, etc. Ça, c'est extrêmement important. Donc, la politique de l'habitat, l'État la prend également en considération. Je pense qu'il y a une loi en cours sur la promotion immobilière. Il y a des promoteurs privés qui sont en cours de travailler sur ce domaine. Mais le plus important, c'est d'accéder à cette propriété foncière, qui était une problématique difficile et que l'État a résolu gracieusement. S'agissant de... Allez-y. Moi, par rapport à ce que le chargé de mission a dit par rapport à cette politique de regroupement des populations que l'État a entrepris au cours de cette dernière décennie et dont l'objectif est clair et fondamental, c'est en fait c'est dans l'objectif de rationaliser les investissements publics, parce qu'il est extrêmement difficile, il est insoutenable de doter chaque village, je dirais pas village, chaque hameau d'une école, d'un poste de santé. Dans ce cadre et dans le cadre d'un droit évidemment humain fondamental qui est le droit d'accès à un habitat décent, l'Agence nationale Tadamoun a contribué dans cette politique de regroupement des villages et a créé le regroupement de Vedjar au niveau de la Muqata'a de Moungel. C'est une nouvelle création, c'est un regroupement d'environ 3000 personnes qui est doté de toute l'infrastructure sociale, de l'école, un poste de santé, marché communautaire, réseau d'adduction d'eau potable,
activité génératrice de revenus. Et donc, c'est une œuvre extrêmement importante qui cible les victimes des séquelles de l'esclavage. Merci. S'agissant du domaine de la société civile, nombreux sont les leaders de ces organisations qui pensent qu'ils sont sous-représentés dans des institutions clés qui ont pour mission de s'investir dans la lutte contre la pauvreté, mais également dans la lutte contre les séquelles de l'esclavage. C'est le cas de l'autorité de régulation des marchés publics, du mécanisme national contre la torture et l'initiative de transparence en matière des industries extractives. Que pensez-vous de ça? Moi, je pense qu'au niveau de l'autorité de régulation des marchés publics, les acteurs de la société civile sont représentés. Il y a le secteur privé, il y a le public et il y a des représentants de la société civile. Si je prends par exemple, à titre d'exemple, l'Agence nationale Tadamul, dans son conseil d'administration, la société civile est bien représentée. Donc les deux organes qui regroupent, qui constituent l'organe institutionnalisant la société civile sont représentés dans le conseil d'administration de l'Agence nationale Tadamul. La création, évidemment, d'un commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, ça dénote évidemment de l'importance que donnent les autorités publiques au rôle de la société civile en tant qu'acteur dans ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. Bon, à mon avis, je crois que la société civile est partout présente. Dans toutes les... Associés dans toutes les prises. Oui, absolument, toutes les prises. Ça, c'est aussi une autre recommandation des conventions internationales qui cherchent à ce que les citoyens, comme société civile, à travers la société civile, les citoyens aient un accès, un contrôle sur l'action gouvernementale. Et je crois que ça, la Mauritanie, dans ce cadre, a fait de nombreux efforts qui ne sont pas vraiment qui ne sont pas négligeables. Donc vous avez partout dans les projets et même les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers du pays existent là et c'est devenu même une tradition. Vous n'avez pas une action ici, les grands projets, etc., ou les programmes, sans qu'il y ait une représentation de la société civile. Ça, c'est un acte. Moi, je voudrais continuer toujours dans la lutte contre les séquelles de l'esclavage, parce qu'il y a un autre aspect que nous n'avons pas encore bien abordé, et c'est ce qu'on appelle l'encadrement de la sédentarisation, qui est en réalité une autre forme de lutte contre les séquelles de l'esclavage. Quand on parle d'encadrement de la sédentarisation, c'est qu'on a pris conscience qu'il y a, comme l'avait dit mon collègue, il y a effectivement une rationalisation des moyens de l'État, donc pour qu'il y ait un accès plus large aux infrastructures de base, mais ça, pour moi, c'est une forme réelle de lutte contre l'esclavage. Prenons par exemple les populations sur les frontières, ce qu'on appelle l'Ahdad. L'Ahdad, c'est une population qui est sur les frontières entre la Mauritanie et le Mali. Et ces gens, le plus souvent, n'avaient pas d'état civil, n'avaient pas d'accès ni à l'éducation, ni à la santé. Ils sont vraiment dans les désarrois les plus totaux. Et depuis 2008, donc depuis 2009-2010, l'État a entrepris, dans le cadre de sa stratégie d'encadrement de la sédentarisation, entrepris une politique donc, visant à regrouper toutes ces populations dans des endroits stratégiques afin qu'elles puissent bénéficier de l'ensemble des services que l'État puisse donner à ces populations,
qui sont réellement, qui appartenaient à ces couches, qui appartiennent à ces couches démunies et déshéritées. Des gens qui n'avaient pas, les enfants ne vont pas à l'école, les villages n'avaient pas accès à la santé, ils sont dans le dénuement total. De sorte que depuis 2008, il y a 8 grands regroupements qui ont été faits. Et surtout dans la région des régions de Hod, vous avez toutes les populations qui sont sur les frontières, ce qu'on appelle les Haddad, qui ont bénéficié donc et même dans ce qu'on appelle aujourd'hui le triangle de l'espoir, par exemple dans l'Aftot, vous avez également des populations vivant dans le dénuement total. Donc on a fait des regroupements extrêmement importants, par exemple à Abourad, à Abdel Bagrou, à Beykt Lahwash, partout, qui ont fait que des populations qui ne rêvaient jamais d'avoir accès à l'eau potable, d'y accéder, d'avoir accès à l'école, d'y accéder, d'avoir accès à la mahadra, d'y accéder, d'avoir accès à des centres, pas des points de santé, mais des centres de santé. Par exemple, la stratégie nationale de regroupement a construit des centres de santé et qui sont fonctionnels aussi. Ce qui veut dire que parmi les droits de l'individu, c'est d'abord le droit à l'éducation, c'est le droit d'avoir un toit, c'est le droit d'accéder à la santé et aussi de l'eau potable. Certainement, vous vous souvenez, vous voyez les images plus souvent au niveau de l'Aftot, par exemple, les images de ces milliers, des dizaines de bidons sur des charrettes à la recherche de l'eau. Aujourd'hui, il y a un grand projet, le projet de l'Aftot, Chergui, qui va permettre à la fin à toutes ces populations de l'Aftot, Chergui, qui n'avaient jamais accès à l'eau potable, bien que l'eau existe. Vous avez par exemple le barrage de Foumgleïté où l'eau existe là-bas. Toutes ces populations auront accès à l'eau potable. Donc je pense que la stratégie de regroupement est une forme déjà de lutte contre les séquelles de l'esclavage. Parce que vous avez des milliers, des centaines de milliers de populations qui étaient dans le dénouement, qui n'allaient pas à l'école. Et je crois que l'ignorance, c'est le premier facteur d'esclavage. Quand on est ignorant, on est esclave. On ne connaît pas ses droits. Quand on est malade, on ne va pas se soucier de ses droits. Quand on a soif, on ne se soucie pas de ses droits. Je crois que toutes ces stratégies visant à regrouper ces populations, à leur faire bénéficier des infrastructures de base, c'est une stratégie qui a montré vraiment ses preuves. Et c'est quelque chose à valoriser et quelque chose également à vulgariser, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent, ne voient le droit de l'homme que sous l'angle institutionnel. Alors qu'en réalité, nous, ce qu'on a fait, en tout cas la Mauritanie, ce qu'elle a fait, sans tabou aussi. Et avant, il y avait des tabous, on ne peut pas parler de l'esclavage, on ne peut pas parler de ce qu'est de l'esclavage. Mais je crois que son excellence veut ajouter. Compléter tout simplement en disant que même si sur le plan institutionnel, la gestion de cette problématique de gestion des séquelles de l'esclavage ressort exclusivement du commissariat des droits de l'homme de Tadamon, mais n'oubliez pas que les autres départements de l'État, les autres ministères contribuaient également, sans pour le dire et sans le noter. Donc ces bilans-là sont à compléter par l'ensemble des interventions de ces départements, notamment le ministère du Développement rural, qui est en train de faire un travail au niveau des terroirs, le ministère il en a parlé, de la santé avec ses projets, l'éducation avec ses projets, le ministère de l'hydraulique, qui fait un travail extraordinaire en matière d'adduction d'eau, des petites unités éparpillées dans les différents villages pour secourir ces populations-là, les agences de l'État et essentiellement le projet, un grand programme qu'on appelle le programme PNIDL, qui appuie les communes au niveau rural, qui a réalisé des centaines et des centaines d'infrastructures socio-économiques qui aujourd'hui bénéficient à ces populations-là. Donc, rester à ce bilan, si vous voulez, qui est réalisé par le commissariat Tadamon, ce serait une restriction
de l'évaluation de l'action, si vous voulez, gouvernementale en termes de lutte contre les séquelles de l'esclavage. Dès que vous nous expliquez, on dit souvent que c'est plutôt la richesse est plutôt partagée entre les riches et n'est pas partagée entre les pauvres, que ce sont les riches qui en bénéficient. Que répondez-vous à cela? La réponse est là. Le gouvernement, si vous voulez, a adopté une stratégie de développement qui va de 2016 à 2030, intitulée croissance accélérée et partagée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État, à travers la réforme qui vient d'instituer les conseils régionaux, il va essayer de décentraliser, si vous voulez, et de décoaliser l'ensemble de ses actions et interventions au niveau régional afin que la croissance puisse se faire au niveau local, bénéficier à ces populations avec la création d'emplois, parce qu'aujourd'hui, avec la décoalisation de l'ensemble de ces activités à travers la régionalisation, nous aurons à faire appel, si vous voulez, à la main-d'œuvre locale et aux entreprises locales et aux prestataires locaux qui vont, si vous voulez, bénéficier de cette croissance. Autrement, l'État, à travers le Tadamoun, ils ont commencé à le faire. Ils sont en train aujourd'hui de réfléchir à monter des petites unités économiques au niveau des villages, au niveau rural, avec ce projet de Kahoul qui va essayer de créer de la valeur au niveau de ces populations et au niveau du terroir. Et c'est là, petit à petit, que la croissance va être délocalisée, va être orientée, si vous voulez, vers les populations rurales. Aujourd'hui, connaissant un peu... Moi, je vais un peu répondre sur cette question de partage de la richesse. Pour en quelque sorte étayer ce que M. Mohamed a dit, mais à travers des chiffres. Et si le réalisateur peut nous faire apparaître les deux derniers slides des illustrations. En fait, la lutte contre les inégalités est évaluée à travers deux indicateurs principaux. Le premier indicateur, c'est l'évolution de la dépense partagée par les quintiles les plus pauvres et les quintiles les plus riches. Et là, vous voyez que depuis 2008, c'est-à-dire à partir de 2008, entre 2008 et 2014, on voit que la dépense partagée par le quintile le plus riche s'est réduite en faveur d'une augmentation de la dépense partagée par les quintiles les plus pauvres. Ça, c'est un partage de la richesse créée. De la même façon, un deuxième indicateur qui est l'évolution de la dépense partagée par les déciles les plus pauvres et les déciles les plus riches montre la même tendance. Il y a toujours à partir de 2008, c'est-à-dire entre 2008 et 2014, et je me limite à 2014 parce que la dernière enquête qui scientifiquement permet de donner des chiffres éloquents par rapport à cela était datée de 2014. La suivante va être réalisée en 2019. Je pense que la même tendance va se confirmer. Donc là aussi, par rapport à cette dépense, il y a eu une réduction de la dépense partagée par les déciles les plus pauvres au profit du décile le plus, du décile le plus riche au profit du décile le plus pauvre. Là aussi, c'est évidemment une preuve qui montre qu'il y a eu un partage de la richesse. J'ajouterai par rapport à ce que Mohamed a dit sur ce programme Tekavoul, qui constitue évidemment une autre façon, parce que c'est un levier d'une stratégie, ce qu'on appelle aujourd'hui la stratégie nationale de la protection sociale. La protection sociale, c'est un instrument que les gouvernements ont pour partager la richesse. Donc ce programme-là constituera un mécanisme que le gouvernement est en train de mettre en place pour partager la richesse. Et pour partager la richesse de manière ciblée. Parce que pour la première fois dans l'histoire du pays, il y a un ciblage efficace qui est en train de se faire pour les pauvres
pour les plus pauvres, pour les victimes des séquelles de l'esclavage. Souvent, vous le connaissez, si d'un programme, de n'importe quel programme, tout le monde peut en bénéficier, que ça soit pauvre ou non pauvre. Là, on est en train, au niveau du ministère de l'économie et des finances, de mettre en place un mécanisme qu'on appelle le registre social. Dans ce registre social, à l'horizon 2020, il y aura 200 000 familles ciblées, identifiées comme étant des familles pauvres ou des familles extrêmes pauvres. Et c'est à ces familles-là que viendra le programme national des transferts sociaux, Tekavoul, et les différents programmes d'ailleurs mis en œuvre par le gouvernement pour servir ces populations sur la base d'un ciblage et d'une identification très précise et bien définie. Le temps imparti à cette émission, malheureusement, touche à sa fin. J'espère que nous avons essayé d'édifier nos téléspectateurs et nos auditeurs sur cette question. J'aimerais juste savoir si, à la lumière de toutes ces politiques de l'engagement de notre pays, on peut s'assurer aujourd'hui que les populations qui ont bénéficié de ces politiques sont vraiment fixées, partant du principe que nous sommes des nomades, que nous avons cette habitude d'exode du milieu rural vers les grandes villes. En amont, un peu le mot de la fin. Oui, moi je pense que le problème fondamental derrière cet exode-là du rural vers l'urbain, c'est la précarité des conditions de vie, c'est le manque d'une opportunité d'emploi. Et je pense qu'avec ces différents programmes que l'État est en train de mettre en place pendant cette dernière décennie en faveur de ces populations vise effectivement de les fixer dans leur terroir. Et voilà, donc je pense que c'est un résultat qui est là, effectivement. Excellence, vous avez un mot à ajouter? Oui, effectivement, c'est normal que ces populations-là soient fixées. Ils se fixent autour d'un centre d'intérêt. Quand il y a l'école, quand il y a l'adduction d'eau, quand il y a le centre de santé, c'est automatique. Les gens se fixent autour de ces infrastructures-là et ils se regroupent. Ils essaient de construire leur vie et que si demain il y a des activités économiques qui vont se développer, j'en suis convaincu que Nouakchott va souffler un peu. Oui, bon, moi je pense que c'est une stratégie, c'est-à-dire que ce regroupement, toutes ces actions qui consistent donc à donner vie aux populations au niveau local à travers la mise en place d'infrastructures de base, s'accompagne aussi d'actions en matière d'activités génératrices de revenus. Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement l'école, ni le centre de santé, etc., mais c'est le revenu. Il faut que ces populations aient des revenus. Donc là, il y a beaucoup d'activités en matière d'agriculture, en matière d'élevage, en matière de services marchands, par exemple, qui se font de sorte que quand la machine tourne, c'est-à-dire que quand les gens disposent de revenus, ils ne vont pas en ville. Ils ne vont pas en ville. De sorte que quand on fait réellement une enquête de 2008 à 2018, on verra que le taux d'exode rural est extrêmement faible. Il y a plus, les gens disposent de plus en plus d'infrastructures qui peuvent les retenir dans leur terroir. Ces enquêtes ont-elles été faites? On sait un peu que c'est... Non, la dernière enquête, en fait, l'enquête sur les conditions de vie des populations se fait avec une fréquence de 4 ans. Donc la dernière était faite en 2014. Je pense que la prochaine doit se faire en 2019. Elle va montrer certainement cette tendance évolutive dans l'impact et les impacts des résultats des différents programmes du gouvernement depuis 2008. Je recommande juste par rapport à, en tout cas c'est adressé à Tabamoun, comme l'a évoqué Mohamed, je crois que la lutte contre les séquelles de l'esclavage, c'est une lutte sectorielle. C'est-à-dire que tous les départements y participent. Le collègue a présenté le bilan de Tabamoun.
c'est extrêmement important. Mais je crois que si on prend l'ensemble des actions qui ont été faites au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, tous les départements, c'est ça, je crois que c'est ça qui doit être porté par le commissariat aux droits de l'homme, pour vraiment défendre les dossiers de notre pays en matière de lutte contre les droits de l'homme. Il ne suffit pas seulement de prendre ce que Tadamon a fait, mais il va falloir prendre toutes les informations, c'est-à-dire toutes les actions qui sont faites par l'ensemble des départements. Malheureusement, monsieur Hamini, je crois que le temps que nous avons imparti touche à sa fin, ou est presque terminé. J'ai eu le plaisir d'animer cette émission avec mon collègue, ami et confrère, monsieur Aïda El-Khtara de Radio Mauritanie. J'ai également le plaisir d'avoir ici sur ce plateau monsieur Mohamed Oulbilal, qui est ingénieur, je le rappelle, ancien ministre, monsieur Mohamed Ahmedou, Mhaïmid, qui est chargé de mission à Tadamoun et coordinateur du projet Tadamoun, Tekafoul. Je vous remercie infiniment. Et monsieur Haïmeni Sidi, qui est professeur universitaire et vice-président du conseil régional de Nouakchott. Je rappelle que cette émission est coproduite par Radio Mauritanie et Il Mauritania. Bonsoir, chers téléspectateurs.